Salut Marc et Marc, bienvenue dans Catch Up numéro 20, votre podcast officiel des cahiers du catch. Je suis Hank de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je suis accompagné aujourd'hui d'un nouveau et pas si nouveau chroniqueur parce que vous l'avez peut-être entendu dans un des premiers podcasts, c'est Monsieur Amiral Armbar. Bonjour. Salut tout le monde et bienvenue sur ce podcast du Kevin Owens Show. Ah le spoil. Mais oui. On va parler du Monday Night Raw du 5 septembre qui se déroulait à Kansas City, au Kansas bien entendu. On a commencé avec une promo backstage de Stéphanie qui est au téléphone pour organiser la célébration du nouveau Universal Champion Kevin Owens. Et Mick Foley arrive et l'engueule en lui demandant si elle est toujours la petite fille qu'il voyait avec un sourire timide au temps de l'Attitude Era, puisque bien entendu la semaine dernière Triple H est intervenu pour faire gagner Kevin Owens et Mick Foley est persuadé que Stéphanie était dans le coup. Stéphanie lui dit mais bien sûr, etc. Elle prend un peu le gimmick de la gorge serrée, à deux doigts de pleurer. Elle dit mais oui, je suis cette petite fille. Et donc Foley lui répond eh bien soit tu es cette petite fille ou soit tu es une très mauvaise personne. Bouh. Donc voilà, une petite tension entre les deux. Et ensuite on arrive dans l'arène avec les ballons qui tombent du plafond sur l'arène de Kansas City ce soir, et Stéphanie et Mick Foley qui sont au milieu du ring pour accueillir Kevin Owens, le nouveau Universal Champion of the World. Il arrive de façon assez étonnante puisqu'il est en costard. C'est la première fois qu'on voit Kevin Owens pas dans son petit habit de lutteur un peu grassouillé, et le public crie You deserve it, tu le mérites. Mais Owens récupère un petit peu de hit en disant vous chantez pour me voler mon moment, hein, mon spotlight, et vous croyez que vous êtes les stars du show, hein, bande de sales marques. alors que voilà, c'est le Kevin Owens Show, il y en a que pour lui. Il précise aussi qu'il avait fait 90% du boulot au moment où Triple H est intervenu pour le faire gagner contre Roman Reigns, Big Cass et Seth Rollins. Ouais. Même 98% il dit. Et il dit 98%, d'accord. Ouais, jusqu'à 98% même. Ah, il a bien mesuré. Et donc voilà, sur ces entrefaites, Rollins arrive. Kevin Owens lui demande qu'est-ce qu'il fait là, hein, Seth Rollins lui dit direct ta gueule Owens, je suis pas venu pour toi. Et il commence à pourrir Stéphanie, hein, de façon assez violente, en disant que voilà, il a tout sacrifié pour elle, qu'ils se sont bien foutus de sa gueule. Il précise à Kevin Owens, j'ai pas de problème avec toi, hein, t'es juste une marionnette. Et alors là, forcément, ça passe pas bien, ça passe pas bien chez Kevin Owens. Ça commence à se chamailler à droite à gauche, et puis Rollins rajoute que Owens a eu toutes les opportunités pour gagner depuis son arrivée à NXT, hein, même pas dans le main roster, mais depuis NXT, hein, il a le soutien de Triple H. Et puis il finit par dire Stéphanie, si tu continues comme ça, je ferai tout pour détruire la WWE telle qu'elle est. Et Owens en rajoute, il revient se foutre de sa gueule en disant que l'architecte n'a fait que des plans pour des défaites, ou plutôt des complètes. Des défaites complètes. Je ne sais plus traduire. Et donc un échec total. Un échec total, voilà, merci. Merci, tu es meilleur traducteur que moi. Mais donc du coup, Rollins, bien entendu, pète un câble, attaque Owens 2 fois de suite, hein, on le retient, enfin Stéphanie le retient, elle lui gueule dessus. Et puis Stéphanie lui dit ouais, c'est bon, t'es suspendu indéfiniment, tu vas pas nous emmerder. Mais Mick Foley dit non, j'ai une autre idée, je vais lui donner juste un match contre Kevin Owens gratuitement à Clash of Champions.
Clash of Champions, le prochain pay-per-view exclusif de Monday Night Raw. Voilà, c'était le segment d'entrée. J'espère que j'ai pas été trop long. Qu'est-ce que t'en as pensé, monsieur l'amiral? Alors déjà, moi j'étais super hypé par la vidéo d'intro du show qui résumait le finish de la semaine dernière. Ils ont fait un super boulot sur la vidéo, je me suis maté 2-3 fois. C'est juste génial, ils ont vraiment fait un montage intéressant, utilisant des techniques de narration de série télé avec à 11h du soir lundi dernier, 40 minutes plus tôt. Bref, ils ont fait un truc de fou. Donc regardez-là, si vous regardez un truc du Raw, c'est ça. Et sinon, le segment de début, pourquoi pas, hein, Kevin Owens qui se rétablit encore en heel malgré la foule qui le clame, alors que c'est un gros heel. Ouais. Intelligence à la promo, il dit non. Attends, ça a coupé, on t'entendait plus pendant 3 secondes. Tu disais Je disais Kevin Owens qui se rétablit en tant qu'heal, alors que tout le monde lui dit tu le mérites, donc il coupe court à tout ça, il dit il y a que moi qui suis génial, j'ai besoin de personne, que personne me dise que je mérite, je le sais, et voilà quoi, donc ça plutôt bien, et moi j'étais de toute façon hypé comme un dingue de fait de voir Kevin Owens champion, donc plutôt intéressant et content de le voir au micro. Donc un début de show, ma foi, qui augure du bon, même si franchement la décision de Mick Foley de donner un match de championnat à Seth Rollins parce qu'il vient râler et tabasser le champion d'univers, what the fuck. Ouais, moi c'est le premier point noir que j'ai eu de la soirée. Le segment en lui-même était plutôt bien joué jusqu'à cette espèce de décision improbable de Mick Foley. Qui aurait pas forcément été improbable si c'était à la suite d'un Kevin Owens contre Seth Rollins. L'embêtant c'est que c'était à la suite d'un quadruple threat et donc du coup Mick Foley qui dit non mais Seth Rollins Seth Rollins je lui donne une opportunité au prochain pay-per-view, hein, c'est réglé, il tape dans ses mains et puis c'est bon, c'est fini. Et que fait la police déjà? Et ensuite, que font les autres? Parce qu'il y en a 3 autres, hein, qui étaient dans ce match et qui déméritent pas plus que que Rollins. Donc bon, j'ai trouvé ça assez bancal. C'est des faces donc ils sont contents d'avoir participé au match, ils ont perdu, tant pis, c'est un peu l'impression que ça donne quoi. Donc pour avoir un title shot, il faut être un heel qui vient râler, qui vient contester l'autorité, qui vient agresser le champion lors de sa célébration. Donc ouais, c'est un peu fastoche, surtout que Rollins, ça fait un moment qu'on lui donne des opportunités un peu droit parce que voilà, c'est l'ironie. C'est l'ironie de l'argumentation d'ailleurs, parce que Rollins dit à Kevin Owens on te donne des opportunités tout le temps, etc. Quand même, Rollins a eu son opportunité pour le Universal Championship sans faire aucun match de qualification, et ensuite il a eu une opportunité pour son rematch en premier, vis-à-vis des 3 autres. Donc voilà. À la suite, nous avons eu justement encore Mick Foley et Steph en coulisses. Donc Stéphanie, qui est pas du tout contente de Mick Foley, elle lui dit plus jamais tu me manques de respect en public comme ça, à prendre des décisions à la va-vite, etc. C'est n'importe quoi. Et là, Kevin Owens arrive et il dit à Mick Foley que Rollins a vraiment gâché sa fête. Il a insulté Stéphanie, il a attaqué le Universal Champion et il gagne un title match. Donc en fait, Kevin Owens c'est un petit peu le fan de catch qui comprend pas la situation. Il est censé être heel, hein, mais en fait il correspond au spectateur. Mais donc Foley répond en disant puisque tu m'emmerdes, t'as gagné un match contre Sami Zayn ce soir. Voilà, parce que j'ai aucune idée et puis que Kevin Owens, Sami Zayn, ça fait plaisir à tout le monde. Donc voilà, et on a aussi un petit Chris Jericho qui passe fabuleux Chris Jericho, faire quelques blagues. Oh oui, il était excellent ce soir-là. Donc il passe en disant que faut pas manquer de respect à mon meilleur ami Kevin Owens,
puisqu'il est le longest reigning Universal Champion, donc le champion universel qui a régné le plus longtemps, puisqu'il a 7 jours de règne contre 24 heures pour Finn Balor. Mick Foley dit puisque tu m'emmerdes Jericho, et ben je vais te mettre un match aussi, et ça va être contre Seth Rollins. Juste à la fin, Stéphanie dit qu'elle respecte toutes ses décisions. Elle respecte toutes les décisions de Mick Foley, ce qui contredit totalement ce qu'elle disait 10 minutes avant. C'est ça. Donc, c'est exactement ça. Une petite pensée pour ce supplément Mick Foley et Stéphanie. Du coup, comme tu disais, j'aime bien l'argumentation de Owens qui est en île, mais qui est un île un peu plus subtil ou un peu plus soft que Rollins, par exemple, qui était là avec son rire, qui était toujours dans l'exagération. Là, il est plus, voilà, dans un île qui a un raisonnement qu'on peut comprendre, comme tu dis, qui est un peu celui du fan de catch, etc. Donc, c'est plutôt agréable d'avoir un île qui change de Rollins qu'on a eu pendant très longtemps quand même. Et puis, de Jericho qui en ce moment cartonne, quoi, est vraiment dans une très bonne phase. Et voilà, sa phrase, voilà, c'est le champion universel au plus long règne. Et Owens qui rajoute 7 jours, ça marche de tonnerre. Ça, c'est très bon. Et puis bon, après voilà, on a des affiches finalement sorties de ce segment un petit peu bizarre sur le booking. Un Owens Zayn, comme tu dis, c'est plaisir à tout le monde, et un Jericho Rollins qui est aussi assez alléchant, donc ça s'annonce quand même plutôt pas mal cette soirée jusqu'à présent. Et on va passer aux filles avec Charlotte contre Bayley. Nous avons Dana Brooke en ringside, qui est là pour prendre des petites notes sur son son petit calepin, son petit calepin. Pour résumer, Charlotte domine au début, Bayley se blesse à la jambe en remontant sur le ring à un moment. Charlotte enchaîne les soumissions au milieu du match sur Bayley, un tombé de 2. Bayley revient avec un crossbody et un tombé de 2. Charlotte continue de se concentrer sur la jambe de Bayley, la balançant sur un des poteaux du ring. Charlotte fait un half crab sur Bayley. Puis elle met la jambe de Bayley sur la corde et essaie de l'écraser. Bayley tente un roll-up, c'est raté. Bayley reprend le dessus en balançant Charlotte dans le coin du ring. Brooke tente d'intervenir, se prend un kick de Bayley. Charlotte en profite pour faire un roll-up, ça ne marche pas. Elle se fait projeter sur Brooke. Et puis Bayley sort son Bayley to Bayley, ou Bayley to Bayley, on ne sait plus. Victoire de Bayley. J'ai dit Bayley au moins 10 fois dans cette dernière phrase. C'est ça. Et à la fin aussi, Brooke se fait engueuler backstage par Charlotte. Alors ce match, c'était un bon match, franchement, pour un match féminin en weekly. On a eu 9 minutes de match sans compter les intros. Les promesses un peu de la Diva Revolution, enfin la Women's Revolution, c'est peut-être un des effets qu'on peut voir, parce que vraiment le match est assez solide. Les deux catcheuses se connaissent bien, donc ça déroule bien. Ça raconte une histoire en plus avant la blessure de Bayley au genou. Il y a Brooke, même si c'est Brooke qui est sur le côté en train de prendre des notes pour voir comment on peut battre Bayley, puisque ça fait cater la semaine dernière par Bayley. Donc vraiment un très bon match féminin. J'étais un peu surpris quand même du finish de faire gagner Bayley sur Charlotte aussi vite. Je trouve que c'est un peu rapide. Je préférais qu'il lui refasse un peu une courbe d'évolution comme elle lui a NXT, un peu l'underdog qui se prend des vestes au fur et à mesure, mais qui remonte, qui continue de se battre jusqu'à aboutir à une victoire, à un title shot. Donc là, ça peut être un petit peu rapide, mais en tout cas, le match c'était assez agréable et surtout, ils ont donné du temps. Ouais. C'était assez rare. Ils les ont quand même mis au début du show, mais ils leur ont donné du temps. Moi, ce qui va me déranger, c'est ce qu'on va raconter juste après. Oui. Parce que on fait gagner Bayley. L'underdog. La porte est grande ouverte pour un bel affrontement Bayley-Charlotte. Complètement. En plus, il y avait Dana Brooke qui était sur les abords du ring, donc voilà. Là, elle a gagné dans des conditions optimales pour pouvoir prétendre à avoir un match de titre. Voilà. Surtout qu'avec Sasha Banks qui est blessé, forcément on se dit ok, ça se déroule plutôt bien pour Clash of Champions. Je suis en train de le perdre dans mes notes. Voilà. Après, on y vient. Donc, oui, non, mais on va pas faire chronologiquement. On va passer à l'autre, l'autre star féminine qui est dans le show, la seule autre d'ailleurs.
Donc Sasha Banks dans le show est arrivée un peu plus tard, hein, vers les trois quarts du show. Et elle avait tweeté qu'elle avait une nouvelle importante, voire grave, à annoncer à la WWE. Donc bon, on sent la dramatisation, une blessure importante, quelque chose. Elle arrive et donc elle est habillée en habit civil, on va dire, et elle raconte un peu toute l'histoire de la Diva Révolution, etc. De sa mère qui économisait pour payer à sa fille un billet pour un show WWE. Enfin bref, l'histoire de Cosette, hein, Les Misérables selon Sasha Banks. C'est ça. Euh, Ça fait beaucoup de superstars hein, qui depuis je sais pas 1 an, 2 ans racontent la même histoire. Quand j'étais petit, je galérais pour aller voir un show de WWE et puis je me suis dit ça y est, c'est ça que je veux faire et des années plus tard, je suis ici et c'est mon big dream. On l'a voilà. entendu plein de fois cette histoire. Faudrait un peu changer de disque quand même, hein. Bizarrement, à l'époque, apparemment Snoop Dogg ne la connaissait pas, hein, parce qu'il il a pas l'air de l'avoir aidé. Donc, elle dit, voilà, elle va révéler quelque chose de grave. Et puis Dana Brooke arrive, hein, parce que Dana Brooke est toujours là au moment où au moment où on est à deux doigts de s'amuser. Et donc elle dit ouais non mais ouais c'est Charlotte qui mérite le titre, toi tu te tais, blablabla. Sachant que Dana Brooke s'est pris une baffe de Charlotte, je sais pas, il y a 45 minutes juste avant. Et donc Elle essaie de se racheter du coup. ouais, elle essaie essaie de se racheter. en Hein, c'est terminant Sacha. Ouais. je pense que l'amour propre de Dana Brooke devrait être un personnage de la WWE. Et donc du coup, elle se prend un bank statement, hein, réglementaire. Et puis Banks dit eh ben ce que je voulais vous annoncer, c'est qu'à Clash of Champions, eh ben je vais me battre contre Charlotte. Et voilà. Et aucune mention de Bayley, hein. Comme si elle n'existait pas. Et si tu n'existais pas. Donc, c'est une chanson qui a été écrite pour Bayley finalement. Donc voilà. Nous avons c'est peut-être 10 minutes de Sasha Banks qui annule finalement un peu tout ce qui était suggéré par le match des femmes juste avant. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Ouais, je pense que c'était une technique ou une tactique de faire croire justement à la retraite de Sasha Banks pour blessure. Ils ont remontré le spot du dernier combat donc à SummerSlam entre Charlotte et Sasha Banks où elle se prend vraiment un très moche tombé sur le ring, sur le dos et la nuque. Vraiment, ça fait mal à revoir. Et du coup, du fait qu'ils aient fait gagner Bayley en début de show clean contre Charlotte, on se dit bah tiens, elle va peut-être pouvoir prétendre à un title shot contre elle à Clash of Champions. En plus, Sasha Banks est blessée. Sasha Banks, on nous hype le fait qu'elle a une mauvaise nouvelle, elle arrive, pendant 10 minutes, 5 minutes, elle déroule le fait comme quoi elle va dire qu'elle va prendre sa retraite à la Daniel Bryan, à la Edge, etc. Moi j'y ai cru pendant quelques secondes, hein. Je me suis dit ok, c'est pour ça qu'ils ont fait gagner Billy aussitôt, c'est pour mettre un adversaire à Charlotte pour le prochain PPV. Donc je pense que c'est peut-être pour ça. Alors c'est dommage clairement qu'ils occultent la victoire de Bayley et ce que ça déclenche, mais je pense vraiment qu'ils l'ont fait pour nous faire avaler le fait que c'était les adieux ce soir de The Boss. ouais, c'est ça totalement. Mais alors du coup moi ma crédulité, on va dire, enfin mon pourcentage de crédulité envers la retraite de Sasha Banks, c'était genre, allez, après le tweet, après qu'ils aient montré le tweet à 20%, et après que Dana Brooke arrive à 0. Donc, du coup, elle a fait une très bonne promo, hein. Elle s'est très Ouais. bien exprimée. Oui, il y avait vraiment de l'émotion dans sa voix, elle donc, tremblait et tout. Enfin, c'était pas mal foutu. Et après, bon, Dana Brooke qui arrive, on peut s'imaginer, bah, peut-être que Bayley va arriver à ce moment-là pour protéger sa pote entre guillemets Sasha ah, Banks et je suis pas, contrer Dana Brooke. ouais, je suis pas allé jusque là Ouais. dans le raisonnement. Mais donc voilà, donc on sait pas si ce sera un triple threat ou si ce sera simplement un duel. J'imagine que il va y avoir un challenge la semaine prochaine. On nous a pas donné de précision, mais quelque chose comme Bayley contre Charlotte, le retour. Je pense.
peut-être bien, ou alors du coup va y avoir Sasha Banks qui va regagner le titre, le label entre Sasha Banks et Charlotte, Sasha Banks qui qui garde son titre, et donc du coup la prochaine en lice c'est Bayley afin de nous refaire en pay-per-view pour la ceinture l'affiche qui a fait tant couler d'encre à NXT l'année dernière. Où il y a eu un match 5 étoiles entre Sasha Banks et Bayley, donc peut-être que c'est vers ça qu'ils vont. Mais on avait une Bayley face, une Bayley heel plutôt, et maintenant on a une Bayley. Oh là, je ne sais plus parler. On avait une Sasha Banks, heel, et maintenant elle est face. Donc c'est un peu le souci là-dedans, mais on n'en sait pas plus. On va passer au premier gros match de la soirée, c'est-à-dire Seth Rollins contre Chris Jericho. Quel gros match. Ouais, je vais vous le raconter le plus rapidement possible. Attention, c'est parti. Seth Rollins fonce sur Jericho dès le début, il fait un suicide dive donc sur Chris à l'extérieur du ring. Jericho réussit à ralentir le match pendant une petite minute en coinçant Rollins dans le coin du ring, mais Rollins reprend la main, rebalance Jericho dehors, ensuite sur les barrières. L'arbitre à un moment s'interpose entre Rollins sur le bord du ring et Jericho dans le ring qui réussit à expulser Rollins, mais il se prend rapidement un contre à l'intérieur du ring et Jericho reste planté sur le poteau du coin. Rollins case un sling blade, mais Jericho kick out au compte de 2. Donc Seth Rollins fait plusieurs running forearm. Il enchaîne avec une sorte de saut que je n'ai pas pu. J'ai pas eu la prise. Les commentateurs ont pas précisé, mais il a fait une prise que je ne connaissais pas là de la dernière corde. Mais compte de 2, donc une nouvelle fois de Rollins. Il fait un running knee, celui qui a cassé le nez de Cena, ça n'a pas suffi cette fois-ci. Il se fait coincer ensuite par un Walls of Jericho, mais il réussit à toucher la corde. Il case un Insiguri sur Jericho. Puis un bon kick un peu à la Shawn Michaels sur la tête de Chris. Il enchaîne avec un frog splash, mais il se rate. Jericho réussit à éviter. Jericho casse son Lion Tamer, qu'il aime beaucoup ces temps-ci. Ça fait un compte de 2, mais Rollins arrive à le choper juste après avec son pédigré et victoire de Rollins. C'était un petit peu brouillot comme description, mais voilà, c'était un très très bon match avec beaucoup finalement. Voilà, quand la description est mauvaise, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à raconter. C'est un peu le. Ouais, non, il est vraiment regardé ce match pour du weekly, pour un Raw. C'est pas toutes les semaines qu'on a des matchs de cette qualité. Ça marchait bien, c'était super fluide. Il y avait plein de tombées, plein de spots. Enfin, c'était du petit velours. Pour le coup, 12 minutes aussi, je crois le match. C'était vraiment quelque chose de très cool pour un Raw. Voilà, ouais, il y avait pas un temps mort et il y avait deux mecs qui étaient très motivés dans le ring. Rollins qui jouait vraiment bien le gars, il était énervé, extrêmement énervé après le premier segment de la soirée. Donc il jouait bien le mec rageux qui voulait un petit peu se venger sur le pote de Kevin Owens. Donc ça marchait bien. Ouais, en plus c'était pas une affiche qu'on avait l'habitude de voir, Rollins et Jericho, ils ont pas catché ensemble énormément, donc non, vraiment très très bien. C'est presque dommage. Disons que ça donne envie d'une rivalité Jericho Rollins en tout cas. On va passer au segment que vous attendez tous. Le segment qui est imité par mes concurrents lorsqu'ils me remplacent, mais jamais égalé. Le Jobbers World. Le monde des Jobbers. Aujourd'hui, dans le monde des Jobbers, nous avons un paquet de matchs que je vais vous décrire très rapidement. Comme d'habitude, je précise à Monsieur Amiral Amba, pas de commentaires sur ces matchs. Peut-être quelque chose comme 4 mots. Une fois que le Jobbers World sera fini, c'est parti. Bodalas arrive. On ne comprend pas pourquoi. Avec apparemment une entrée spéciale The Connor Cure, l'association caritative contre le cancer de la WWE. Eh bien, ce n'est pas du tout un face.
cette fois-ci, Bodalas, c'est véritablement un heel qui vient battre un jobber qui s'appelle Kyle Roberts. Il gagne en 1 minute. C'est le grand silence dans le public pendant le match et après le match. Donc il est arrivé avec son grand panneau Bolive, je ne sais plus quoi. Il a catché comme un bon heel, ultra vicieux et stiff. Si on peut parler de stiff, un match d'1 minute. Et donc voilà, c'était tout. On avait aussi les Shining Stars qui se battaient contre Enzo and Cass. Oui, je suis désolé, aujourd'hui Enzo and Cass est dans le Jobbers World. Les Shining Stars gagnent avec un tombé d'Epico sur Enzo qui s'était gouré d'adversaires. Donc du coup voilà, en tag team, il avait pas compris que le mec légal c'était Epico et c'était pas Primo. Donc voilà, j'ai noté, c'est Big Cass qui doit avoir hâte de se tirer en solo. On a eu Nia Jax contre Anne Esposito qui est à NXT apparemment ces temps-ci. Moi je l'ai pas vu dans les shows NXT, mais apparemment elle est gay. Esposito donc est l'ami de Alicia Fox, comme on nous l'explique avec une nouvelle illustration de tweet d'Alicia Fox qui est super pote, voilà, sur une photo. Donc Nia Jax avait une tenue verte aussi, c'est super important. Et Anne Esposito réussit quand même à résister pendant 3 secondes avec un sleeper hold. Mais Nia Jax gagne quand même. On va pas vous préciser non plus la prise. Ensuite on avait un segment magnifique de Nia Jax qui croise Alicia Fox dans les coulisses. Elle joue extrêmement mal l'affrontement entre elles. Elle parle un petit peu façon je sais pas, genre en levant le petit doigt et en prenant genre non, c'est pas possible, tu vas pas m'emmerder. Et Alicia commence à attaquer Nia Jax. Et à ce moment-là, Nia Jax se tire parce que bien sûr Nia Jax a peur d'une diva qui pèse 50 kilos. Braun Strowman est contre Sin Cara ce soir. Et Sin Cara il veut venger son pote mexicain qui apparemment s'est fait battre la semaine dernière. J'ai pas retenu son nom, mais donc voilà, c'était un petit mexicain que Braun Strowman a mangé comme d'habitude. Et donc on a une nouvelle victoire de Braun Strowman par décompte à l'extérieur cette fois-ci. Un match un poil plus long que d'habitude, mais Sin Cara qui se fait enterrer comme d'habitude. On a eu aussi Darren Young contre Jinder Mahal, parce que pourquoi pas. Et donc Darren Young gagne, mais Titus O'Neil était au commentaire, et bien sûr Titus O'Neil s'est levé à la fin pour essayer d'embrouiller Darren Young, mais Darren Young l'attaque en premier et on s'en fout. Voilà, c'était la fin du Jobbers World. Donc 4 mots, c'est ça? Non, mais une petite phrase. Ah, 4 mots, je les ai, Oh putain, mais pourquoi? Voilà. Ça résume pleinement ce que je pense sur tout ce que tu vas dire, tout ce que tu as dit. C'était... Ouais, non, je comprends pas. La seule personne pour laquelle j'ai de la peine dans toute cette liste, c'est Nia Jax. Mais elle était dégueulasse en promo. Enfin, avec Alicia Fox là, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'était répété ou quoi que ce soit. Non, c'est clair. Mais en même temps, la mettre face à Alicia Fox, qui en promo n'a jamais donné quoi que ce soit d'intéressant depuis, je sais pas, 10 ans qu'elle est à WWE, c'est pas intelligent. Tu peux pas sortir un segment intéressant avec quelqu'un en face qui sait pas faire de promo. Ça marche pas. Ouais. Et on va passer, on va retourner au vrai catch avec Cesaro contre Sheamus, le match des gros costauds numéro 3. N'oublions pas que c'est un best of 7, et comme vous le savez, 7 ça veut dire 7. Vidéo promo donc juste avant le match, un peu je vais juste dire vidéo promo de Cesaro, voilà. Disant que malgré son problème de dos, parce qu'il s'est tapé un Irish. Alors je sais plus comment ça s'appelle. C'était pas le Irish Backbreaker. C'était juste ça. Je croyais que c'était. Il y avait un truc avec curse, je sais pas quoi. Enfin bref. Donc il s'est pris un Irish Backbreaker ultra violent la semaine dernière, et puis voilà, Sheamus lui a bien détruit le dos. Et donc bien sûr il est mené 2-0 dans ce best of 7 pour l'instant, Cesaro. Et il dit malgré ma douleur, voilà, je sais très bien que je vais remonter et tout, je vais remonter le score, j'y crois à fond.
Et Sheamus, pendant ce match, domine totalement. Il détruit le dos de Cesaro avec des backbreakers en boucle. 3 d'affilée. Voilà, 3. J'ai compté même 4. Peut-être qu'il y en avait un qui était un peu bizarroïde, mais donc à la fin, l'arbitre dit à Cesaro, est-ce que tu veux t'arrêter, t'as mal. Et ce qui Et est Cesaro lui dit non en 5 langues. voilà. Et ce qui est assez, je sais pas si c'est volontaire ou pas volontaire. C'est le truc le plus intéressant du match pour moi. C'est l'arbitre, donc du coup il dit ça et en fait il se place pile devant Sheamus, histoire que Cesaro le voit pas arriver. Donc du coup voilà, il le harcèle. Cesaro arrête pas de dire non, c'est bon, ça va. Et donc Sheamus arrive derrière l'arbitre se décale, Sheamus passe son gros kick, victoire de Sheamus. Vas-y. Ouais, bah c'est alors cette histoire commence pas mal à prendre, hein, le côté comment faire une rivalité ou raconter un truc entre deux mid-quart d'heure, même si on aimerait le voir du moins Cesaro plus haut dans la carte. Donc sans les mettre dans une ceinture ou autre, voilà, c'est même s'ils ont à la clé le gagnant de leur série un title shot. Bon bah ils ont quand même 7 matchs, enfin pas mal de matchs sans enjeu de ceinture, donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre là 3-0 pour Sheamus, ça commence à devenir très très chaud. Surtout que là, Cesaro, avec sa suite de blessures au dos la semaine dernière, il avait des bandages comme il a sur l'épaule depuis, je sais pas, 6 mois maintenant. Il en a maintenant dans le dos. Donc bientôt, son costume de cache ne va être fait que en bandage, je pense. Et il n'en est pas loin. C'est la momie suisse, Cesaro. Et donc là, 3-0, ce qui veut dire que si Sheamus gagne le prochain, ou gagne un match de la série, il a gagné. Donc là maintenant on est un peu en sudden death pour Cesaro, et ce qui est super bizarre c'est que le prochain match de leur série, ça se passera en house show, donc même pas télévisé. Ah oui, c'est ça que j'avais entendu un truc là-dessus, j'étais pas sûr. Et oui non, c'est super louche. C'est le match où lequel la série peut se terminer parce que Sheamus 4-0 c'est terminé. Bah il se passe en house show. C'est peut-être parce qu'ils se disent que on va pas s'embêter à mettre 2 victoires de Cesaro à la télé. Les gens s'attendent déjà à ce que ça arrive au 3-3 quoi. Donc ouais, c'est peut-être ça. C'est un peu bizarre. Après au début quand même il y avait une belle intensité de Cesaro qui après son segment backstage dit ok je vais remonter. Bon il a commencé le match vraiment directement en 5ème quoi. Hein. Il était allé à fond, il a enchaîné les coups, il était vraiment très vif sur le ring. Donc c'était pas mal de le voir un peu dans cet état d'esprit là, vraiment fighting spirit à fond, ce qui est pas forcément le cas d'habitude. Là il était vraiment très agressif. Après le truc aussi c'est que je vais pas préciser pendant tout le match, il a vendu le fait que dès qu'il essayait de faire quelque chose qui était vraiment très physique, il s'arrêtait à la moitié de sa prise. Dès qu'il essayait de, je sais pas, tu parlais de Cesaro ou de Sheamus? Ah de Cesaro. Ouais. Oui, tu parlais de Cesaro. Bah donc c'est Cesaro dès qu'il essayait de faire des portées et des choses comme ça, il s'arrêtait assez rapidement pour vendre sa blessure. Ouais, moi ça m'a fait ni chaud ni froid. Ce qui m'a embêté, c'est surtout que on nous vend une histoire de mec qui a du cœur et qui va réussir à se battre à travers sa blessure et on le fait perdre. Donc voilà, c'est dommage. En plus, ça aurait été vraiment bien de faire un 2-1, ensuite peut-être un 3-1. Enfin, faire les choses, donner de l'attention pendant toute la rivalité. Et je trouve que là du coup ça donne pas de l'attention pendant toute la rivalité, ça mène juste à ce précipice. Et du coup ils sont obligés de le faire en live show parce que les gens savent que voilà, Cesaro il va forcément gagner la première de ses victoires quoi. Cesaro va pas se faire torcher, il sera pas Fanny. Non, bah non, ça serait moche. Ça serait vraiment un enterrement dans la carte, un truc de fou. Et d'ailleurs, ton pronostic, toi, sur la finalité de cette rivalité, qui, Sheamus ou Cesaro, va gagner, au final? Je pense que Cesaro va gagner. Je pense que Cesaro va gagner. Ils vont le builder. J'espère, hein, j'espère parce que s'ils font gagner Sheamus, je comprends pas. Enfin, Sheamus,
c'est fini, hein. Chez Mus, moi j'ai envie de dire, reste mid-carder et serre les mecs. Enfin, c'est quasiment un vétéran maintenant. Donc Ouais, mais voilà. c'est quand même en backstage, c'est un très grand pote de Triple H, donc et puis avec toute l'arrivée de tous ces superstars qui ne correspondent pas au mood de la WWE, Bon, enfin, bah l'arrivée de toutes avoir un ces mec. superstars, elles viennent de Triple H, quoi. Elles viennent d'NXT, donc. Ouais, mais Euh, il y a peu de mecs balèzes, comme même bien Vince, quoi. Vince, il aime les mecs, voilà, 1m90, 100 kilos, tout en muscles. ouais, Je sais pas. c'est pas Je faux. pense clairement qu'effectivement la réalité, elle va pas se finir à 4-0 ou même 4-1, elle va durer peut-être jusqu'à 3 partout. Mais je suis pas assez convaincu que ça, que Cesaro gagne, même si j'aimerais que Cesaro gagne. Hein. Mais Moi, pourquoi je veux. pas qu'il perde, hein, il s'énerve hein, et il va voir Brian et Shane pour aller à SmackDown. Là où il peut être aussi un peu utile parce qu'avec John Cena qui est out pour on ne sait pas combien de temps, bah avoir un face balèze, bon dans le ring, ça pourrait être utile à SmackDown, je pense. Un face, tu veux dire, en parlant de Sheamus? Non, en parlant de Ah oui, Cesaro. non, on parle de Cesaro, autant bon. Ouais, Cesaro perd Euh, contre Sheamus et du coup il va à SmackDown. ouais. Euh... Ouais, c'est bon, ça m'irait aussi, hein, parce que j'ai honte de le dire, mais SmackDown me plaît généralement plus ces derniers temps. Mais donc ouais, Cesaro, le truc c'est que, enfin, plutôt Sheamus, je vois pas comment ils peuvent le remettre champion de quoi que ce soit après le règne qu'il a eu la dernière fois. Quand il avait le Money in the Bank, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Non, non, Euh, c'était un règne complètement anecdotique. Il était juste là pour porter le titre un voilà, petit et temps. il a duré pendant je sais pas combien, mais très peu de temps. Il a rien fait au micro, au niveau des matchs, il y a rien qui était marquant. Donc voilà, c'est bien de donner des opportunités, mais à la limite, je comprends plus on redonne une opportunité à un vétéran comme Ziggler, qui lui a fait des très bons matchs malgré le fait qu'il n'avait pas de ceinture, que Sheamus qui lui au contraire, lui était un petit peu plus en dedans. Est-ce que c'était de sa faute? Est-ce que c'était plutôt de la faute des bookers? En tout cas, il avait pas l'air très concentré. On va dire la dernière année là, au niveau des matchs. On va passer à un segment de ce show qui était. Je donnerai mon jugement juste après. Je vais vous le raconter. On t'écoute. Anderson et Gallows arrive sur le ring. Anderson et Gallows qui la semaine dernière enfin la semaine dernière ou je sais plus si c'était la semaine dernière où Ouais, ils avaient attaqué comment ils avaient attaqué Enzo and Cass et ils avaient repris un petit peu leur gimmick heel, mais heel sérieux quoi, genre badass et ouais, tout. c'est ça. Donc On était voilà. content d'ailleurs. Voilà, on était content de les voir sortir un petit peu du gimmick des docteurs, des couilles dans le bocal, tout ce que vous avez adoré. Des gérants de Euh, maison de retraite. Hein, enfin, voilà. Eh bien, c'est de retour puisque Gallows et Anderson viennent sur le ring pour parler un petit peu de leur maison de retraite, hein, qui est sous espèce de nom Old Fart. Enfin, il y a une espèce de slogan de leur maison de retraite qui se lie à la verticale Old Fart. Donc voilà, c'est la première blague de ce segment qu'on avait qui déjà. veut dire quand même vieux P, hein, Wolfhard, Voilà, oui, ah oui, merci. c'est le sens J'ou- profond du truc, quoi. J'oublie de faire la trad. Et donc, bien sûr, qui dit vieux, tout simplement. Donc on a The Old Day, le vieux jour, qui arrive sous le Titan Throne. Donc c'est une version, voilà, ils ont engagé des mecs pour jouer The New Day façon papy de 70 ans. Et donc The Old Day, ils mettent 3 ans à arriver dans le ring. Ensuite ils sont interviewés. Alors ils sont sourds, ils se pissent dessus, ils sont à peu près tous les clichés qu'on peut faire sur les vieux.
Et donc voilà, Gallows et Anderson continuent de se foutre de la gueule de vieux Biggie, de vieux machin truc. Et puis on a l'arrivée des New Day qui ne viennent pas pour foutre une raclée à Gallows et Anderson, mais pour foutre une raclée aux vieux, aux mecs qui ont été engagés par Anderson et Gallows. Anderson et Gallows se tirent. Voilà. Je vais le résumer, je vais te donner mon avis tout de suite. Pire segment que j'ai vu cette année. Pire. Le pire truc que j'ai vu cette année. C'était juste horrible. Pas drôle. Grossier. Chiant. À chier. Voilà. À toi. Comment rajouter quelque chose que tu n'aurais pas dit? Bah rien en fait, hein, t'as bien résumé le truc, c'était pénible. C'était juste pénible. Et le public était silencieux, hein. Le public n'a pas réagi, le public était en train de mourir. Je crois qu'ils étaient aussi silencieux que pour le match de Bo Dallas, c'est pour dire. On a quand même les champions par équipe New Day qui sont adulés, où ils ont quand même une bonne réception. Gallows Anderson qui sont pas encore tout à fait installés dans la WWE, mais quand même qui dégagent quelque chose, qui sont capables, qui font des trucs très bien. Pas la WWE en fait. Hein. Pour l'instant, eux, c'est une catastrophe comment ils sont bookés. Je comprends pas leur, je comprends pas l'écriture qu'il y a autour d'eux. C'est un gâchis, mais concernant. Je suis sûr qu'ils étaient en train de souffrir. Le pire, c'est que j'ai rien contre Anderson et Gallows. Hein. Je suis persuadé qu'ils étaient en train de souffrir. Mais genre souffrir violemment intérieurement, en train de se dire Vince McMahon, je te hais. Ah mais j'imagine très bien un segment en backstage, il rentre, puis Gallows qui demande à Anderson. Tu me dis pourquoi on est parti à New Japan, nous, en fait? Enfin, c'est... Ah non, what the fuck, hallucinant. J'espère que ça va vite se terminer, cette histoire, entre New Day et le club. Le pire, c'est que... on pourrait les excuser... Désolé de te couper, mais... on pourrait les excuser si c'était contre des jobbers et que c'était un segment, je sais pas, avec Goldust, avec des... voilà, des low-cards à la con, qui font des sketchs à la con, et on en a rien à foutre, et ça dure genre 5 minutes dans le show, et voilà, c'est la pause pipi. Mais là, on est contre les New Day, qui sont les, tag team champions depuis plus d'un an, qui sont adorés du public. Enfin, faut un petit peu monter le standing, quoi. Ouais, et puis pareil, Gallows Anderson qui sont présentés comme ayant gagné tout au Japon, une tag team implacable, redoutable. Voilà ce qu'ils font. Ils mettent des couilles dans les bocaux et ils engagent des acteurs pour jouer des vieux. D'accord. Ouais, on va aller loin comme ça. Et voilà, ils font la même chose. Et non seulement ils font des choses mauvaises, mais en plus ils les font depuis. Ça commence à faire 3 semaines, quasiment un mois qu'ils sont sur cette gimmick là, qui ne faisait pas rire au début et qui ne fait pas rire à la fin. Donc voilà, hein, on espère que le ou les personnes responsables vont un petit peu se rendre compte de la nullité de ce truc. Surtout qu'ils ont changé d'avis la semaine dernière et finalement ils sont revenus dessus. Enfin, on ne comprend plus rien. On va passer encore une fois à du catch. Le dernier match de ce pay-per-view, c'est bien sûr le match que vous n'avez jamais vu, Sami Zayn contre Kevin Owens. Donc là-dessus, il va falloir que tu m'aides, monsieur Armbar, parce que franchement, j'ai regardé ce match et j'ai quasiment rien noté. Parce que j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, ça me lassait d'avance. Mais je suis méchant. Je donnerai mon avis après, mais déjà il y a un petit segment avant backstage entre Zayn et Kevin Owens, où donc forcément Zayn est interviewé par quelqu'un, Kevin Owens arrive. Et en gros, ce qui est dit, c'est que Kevin Owens, il a gagné la course finalement entre deux, parce que bon, ils ont fait leur dernier match de pay-per-view ensemble, donc au pay-per-view précédent, ou enfin avant SummerSlam, où Sami Zayn avait gagné, mais qu'au final, c'est Owens qui a la ceinture universelle. Donc Zayn engagé en premier à WWE, Zayn premier champion NXT avant Owens, Zayn drafté avant Owens donc lors du draft, Zayn qui gagne leur ultime affrontement il y a quelques mois, mais au final c'est Kevin Owens qui a la ceinture. Et là j'ai trouvé intéressant. Et Zayn sort les balls. Ouais. Il sort les balls
et il lui dit que lui, quand il gagnera son titre, ça sera tout seul. Il gagnera le titre universel, il n'aura pas besoin de Triple H qui lui apportera sur un plateau d'argent. Et du coup, ça relance un petit peu l'intérêt pour cette rivalité dont on avait fait à peu près le tour dans la configuration. Et là, avec la ceinture dans le mix, ça peut redonner un second souffle. Et Zayn, du coup, qui précise aussi que ça ne sera jamais fini entre eux dans l'interview. Et au tout début de l'interview, en fait, il était tout seul et du coup, il disait que voilà, ça le gênait quand même. Enfin, cette victoire de Owens, et il précisait que lui, depuis sa victoire contre Owens, et voilà, il a rien fait quoi. Et c'était un constat assez réaliste. Et donc ce match, déjà on a eu l'arrivée de Sami Zayn que j'ai trouvé sans aucune vraiment grosse réaction du public. Hein. J'ai trouvé ça assez étonnant. Le public est bien moins, j'ai trouvé bien moins motivé par l'entrée de Sami Zayn qu'il y a quelques mois. Et donc pour le match, voilà, c'était un peu j'ai du mal parce que Sami Zayn contre Owens, c'est tellement je suis désolé d'utiliser le terme mais un spot fest que C'est ça. que Il y a beaucoup de trucs. j'arrête, enfin j'ai vu le début du match et j'ai fait OK spot fest et genre je pourrais pas vous noter tout mais il y a eu beaucoup de spots flippants à l'extérieur et de powerbomb et de D'explodeur suplex dans tous les d'explodeur sens. de la mort. Zayn qui fait sa manœuvre, je sais plus le nom, où il court quand Owens est hors du ring et il fait un moonsault pour retomber à l'extérieur du ring. Kevin Owens qui finit à l'autre bout du ring, toujours à l'extérieur. Zayn qui refait la même chose, donc il enchaîne les moves impressionnants et dangereux hors du ring et très aériens, avec cette espèce toujours de super intensité, de bagarre qui est entre les deux, où ils se chopent à coups de poing en début de match pendant 2 minutes sans s'interrompre, à s'en taper les poumons. Donc c'est assez toujours comme du spot fest, très impressionnant. Donc il y a eu des finishing moves, Zayn qui a mis sa Blue Thunder Bomb à un moment donné, mais Owens forcément qui s'en sort. Il y a eu ensuite une cannonball d'Owens, mais Zayn a contré avec encore un explodeur suplex dans le coin du ring. Il y a eu le Hallelujah Kick, mais Owens est parti et a évité à temps. Ça n'a pas arrêté, encore des powerbombs. Il y a eu une tentative de powerbomb, mais il y a eu Zayn qui forcément retombe sur ses pieds avec un Half Nelson suplex sur la tête donc d'Owens. Donc c'était assez impressionnant. Et au final, il y a Owens qui fait mine de faire la powerbomb sur le bord du ring, chose qu'il avait faite à la NXT pour blesser complètement Zayn. Donc petit clin d'œil à ceux qui ont suivi ça depuis longtemps. Mais Zayn contre avec une Half Nelson suplex sur le sol. Et en fait, c'est une blessure à la cheville. Zayn a bandu une blessure à la cheville pendant le match. Donc du coup il va pour courir pour achever Owens, mais forcément il s'arrête en plein milieu du ring parce que sa cheville ne tient plus. Un super kick d'Owens plus tard et une grosse powerbomb en plein milieu du ring et Owens gagne. Et voilà, vous l'avez votre résumé, comme quoi. À la fin de ce match, donc après la victoire d'Owens, nous avons l'arrivée de notre chéri à tous, Roman Reigns. Qui est donc là et qui regarde Owens dans les yeux avec une grande intensité. Il vient un peu lui chercher la merde. Heureusement, Chris Jericho, le the best friend de Kevin Owens, arrive aussi en renfort. Et puis Mick Foley vient pour un peu calmer le jeu. Et il dit bon ok Roman, fous pas la merde tout de suite, j'ai une idée, je te file un match contre Kevin Owens au prochain Raw et si tu gagnes ce match, tu seras dans celui de Clash of Champions pour le Universal Championship, donc ça fera un triple threat Owens, Rollins, Reigns. Donc voilà, mais Reigns se prive pas quand même de mettre un petit spear à Jericho, l'histoire de prévenir
Histoire de look strong. Voilà. De look strong, Il quoi. Je veux look dire, c'est le truc de strong. Roman Reigns. Il look strong et il sourit en même temps aussi. Oui, parce qu'il est content. Hein. Alors que son pote Rollins, enfin son ami Rollins, a eu lui le match pour le titre à Clash of Champions juste en venant râler comme un gamin et en tabassant Owens. Lui, il doit avoir un match et il est content, il est heureux. Benez le face. Non, mais ça me va, moi, je prends cool, tout va bien. Non, c'est pas possible, ça ne marche pas. Ah, merci. Non, non, mais... Alors qu'on attend en fin de match qui arrive Triple H pour pouvoir lever un peu le voile sur ses motivations, pourquoi il a fait ça. Et encore, je peux comprendre que la WWE préfère distiller le suspense et pas refaire revenir Triple H de suite et qu'on les passe chaque semaine. Mais faire revenir Reigns, ça. T'es en train de toucher à ma question à la con, justement. Ouais. Parce que j'avais arrêté un petit peu les questions à la con dans les derniers podcasts, mais là la question à la con, justement, c'est bien la question à la con. La question à la con de ce Raw, c'est tout simplement, est-ce qu'on a le droit de foutre la merde une semaine comme Triple H, puis disparaître dans la nature et que personne n'aille vous chercher? Donc voilà, c'est ma question. Puisque Triple H n'était pas là ce soir, comme vous avez pu le constater dans notre description, il n'a pas été vraiment cité ou si peu, à part dans le segment d'intro. Personne n'était vraiment en train de menacer Triple H de quoi que ce soit pendant la soirée. Rollins n'était pas content, mais il était pas content plutôt envers Stephanie que envers Triple H. Mick Foley était pas content, mais voilà, Stéphanie a dit qu'elle était pas au courant, donc elle est pas au courant de mais ce que Mick fait son mari. Mick Foley n'était pas content envers Stéphanie une nouvelle fois, c'était pas contre Triple H. Donc voilà, carte blanche pour Triple H. C'est ça, il fait ce qu'il veut, c'est le King of Kings, littéralement. Il est marié à la fille du patron, il est CEO de la compagnie. Ok, il fait vraiment ce qu'il veut, il y a pas de problème. Et ce qui est bizarre, c'est que voilà, enfin, il y a une semaine entre le précédent et celui-ci. Stéphanie qui dit, je ne sais pas pourquoi Triple H a fait ça, je n'étais pas au courant. En une semaine, t'as pas eu l'occasion de discuter avec lui, avoir un micro élément de réponse ou juste dire, je sais pas moi, il viendra en parler à Clash of Champions ou donner un petit élément de réponse, rien du tout. Que dalle. Donc ça c'est bizarre. Après encore une fois, je conçois l'envie de la WWE d'étirer en longueur un peu ce mystère. N'oublions pas quand même que c'est une storyline qu'ils ont mis en place un peu en dernière minute, du moins avec un laps de temps d'une semaine, en réaction à la blessure de Balor finalement. C'était pas prévu ça. Hein. Donc du coup ils ont monté ça, ils ont sorti ça un peu d'un chapeau. Mais c'est vrai que c'est très bizarre et surtout c'est que de voir la déception de pas avoir de réponse, encore plus la déception de voir que le show se finit avec Reigns au milieu du ring en train de sourire bêtement et de looker strong comme on le fout dans la gueule depuis 2 ans et tu fais c'est pas possible. Là avec Owens on a l'occasion peut-être d'avoir un champion heel qui peut avoir de la gueule, c'est-à-dire qui peut être perçu comme redoutable, efficace, quelqu'un qui se bat, c'est le prize fighter, il est bon dans le ring, il est super bon au micro, et il faut pas oublier l'anglais c'est pas sa langue natale, et il explose tout le monde au micro. Il a un look même de gars, t'as pas envie de chercher des noises, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de champion heel qui en donnait et qui avait pas besoin d'aide extérieure ou de filouterie à 2 balles pour gagner, parce que Rollins il a fait ça un petit peu, mais la majorité de son règne quand même, il a été aidé par l'autorité, par les femmes de chambre de l'autorité, tout le monde pour gagner. Donc c'est vrai que là, moi j'avais espoir qu'on ait enfin un champion en Kevin Owens qui soit, un gros champion un peu monstrueux, qui est pas facile à dessouder. Et là, juste le premier show où il est champion, c'est Reigns qui look strong au milieu du ring. Merci. Ouais, non, mais c'est... comme je l'ai dit sur le forum des Cahiers du Catch, si vous voulez y aller, j'ai fait un peu la liste des incohérences de ce Raw et il y en a un bon paquet. Mais je me demande comment ils peuvent faire un show qui, pour moi, a l'air plus improvisé que celui de la semaine dernière. Il y a eu énormément de choses dans ce show qui étaient à moitié écrites, qui étaient un petit peu genre écrites sans penser qu'est-ce qui s'est passé avant ou quelles sont les conséquences de ce qu'on est en train de booker,
ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé tas d'incohérences, que ça soit la mécanique de Rollins qui a un title shot et ensuite Reigns qui a pas de title shot, qui doit quand même se qualifier alors que Reigns était exactement au même niveau que Rollins dans le match de SummerSlam, qu'est-ce que je dis, de Raw la semaine dernière. Big Cass qui a disparu. Donc du coup Oui. de cette affiche finalement. Mais non, mais il perd contre les Caribbean Dudes là, Voilà. donc ça va, il est occupé, il a un truc super intéressant à faire, Bicas. Non mais Et c'est à mon avis, je me demande s'il y a pas là un effet pervers de la séparation des brands. C'est-à-dire que donc Balor se blesse, c'est pas prévu. Ils doivent revoir leur plan. Sur un long terme peut-être, ils avaient prévu un règne de X mois. Ils doivent revoir leur plan, il faut désigner un nouveau champion universel rapidement, et puis il faut revoir toute la carte pour le prochain pay-per-view, et peut-être les 2 suivants. Sauf qu'en même temps, ils doivent gérer ce qui se passe à SmackDown, ils doivent gérer la carte de Backlash qui est là ce week-end. Donc est-ce que l'équipe créative qui écrit les scénars, qui book à la WWE, est actuellement dimensionnée en conséquence pour pouvoir gérer 2 shows à 2 rosters différents, que des storylines bien séparés, avec des pay-per-views aussi différents. Ouais. C'est peut-être là que ça pêche. Ouais. Bah en tout cas, il y a personne de qualifié qui s'occupe du Miz, mais ça, ça enfin, d'autres vous en parleront dans le supplément SmackDown. Mais donc voilà, on va passer au dernier mot, c'est-à-dire la note, le coup de cœur, le coup de gueule. Je te laisse la parole. Alors, le coup de cœur, je le remets, c'est con, hein, mais c'est la vidéo d'intro de ce rôle-là, qui est juste, qui a réussi à capter l'essence de ce qu'il y avait de surprenant, de fou et de vraiment cool dans le finish de la semaine dernière. Donc ça, c'est juste en le revoyant, limite t'as la chair de poule, tu fais ouais, c'était génial. Donc ça, c'est le coup de cœur. Le coup de gueule, bah évidemment le finish. Voilà, ça c'est, moi je ne comprends pas, je ne cautionne pas et je veux que ça s'arrête. Je veux que les gens qui écrivent ça fassent autre chose, je ne sais pas. Allez écrire les storylines de Superstar, c'est là où vous appartenez. Prenez tous ceux qui écrivent les trucs pour le club de New Day, pour Enzo et Cass. Enfin ça suffit, faut arrêter. Et la note, eh ben du coup, elle est assez bizarre parce que la première moitié du show, la première heure et demie, il y a rien à jeter à part le match Bo Dallas. Sinon tout le reste, on a l'intro, on a le match des femmes Charlotte Bailey qui est bien, on a le Rollins le Rollins Jericho, on a le Cesaro Sheamus, il y a rien à jeter quasiment. J'aurais mis 4 pour la première moitié. La deuxième moitié, c'est une catastrophe, je mettrais 1,5. Donc on va faire une moyenne à 2, j'aurais mis 3, mais juste pour le finish, je mets à 2,5. Voilà, carton rouge sur le finish. D'accord. Paf. Moi, je vais être sévère, je pense. Je vais être assez sévère. Je vais mettre. Allez, attends. Je regarde les notes. 1,5. Je vais mettre 1,5 sur 5. Pourquoi? Coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Rollins Jericho, qui était excellent. Jericho qui j'irais même que c'est pas Rollins Jericho, c'est Jericho tout court. Mon coup de cœur sur ce Raw parce que Jericho est formidable ces derniers temps. Au micro, dans le ring, il est c'est incroyable à son âge d'être aussi précis dans tout ce qu'il fait, quoi. Il est excellent dans le ring et au micro il a trouvé son nouveau gimmick de hit. Il a ressorti un nouveau gimmick cette semaine avec le champion universel, voilà, ouais. Il a des idées tout le temps, Jericho, ouais. Et c'est assez incroyable parce que quand même le mec est plutôt occupé. Enfin, il a un groupe de musique, il a des podcasts, etc. Il arrive encore à trouver des trucs excellents. Donc bravo, Jericho. Il a, je pense, de très bonnes, encore au moins 1 ou 2 ans très très bon à passer à WWE. Le public répond aussi. Hein. Il y a vraiment. Enfin, en plus, c'est un des rares heals en ce moment, qu'un heal quand même sur la carte, qui se fait vraiment huer. Parce que Rollins, pour l'instant, est toujours heal. Il se fait applaudir majoritairement.
Owen, j'en parle même pas, le public est en feu, alors que c'est censé être des mecs détestés. Jericho, c'est celui qui continue à se faire huer globalement. Il contrôle la foule, ce mec. Et ce Il qui est contrôle fort, la foule. ce qui est fort, c'est que je pense que c'est le seul heel de toute la compagnie qui se fait huer par des gens qui l'aiment. Enfin, genre, Ouais. les gens qui bouent, en fait, finalement, c'est une preuve qu'ils l'aiment parce que tout le monde rigole, quoi. Tout le monde rigole à toutes ces promos, etc. Mais juste pour, voilà, pour la cohérence, les gens le bouent et ça, enfin, c'est un truc qui me fait plaisir parce que généralement les fans ces derniers temps sont plutôt du genre à faire du contre booking au niveau du public. Enfin bref. Et puis le coup de cœur, le coup de gueule. Euh, J'en aurais un tas, mais on va dire celui qui me gêne le plus et qui m'énerve le plus, c'est la gestion de ce match contre Charlotte. Ah ouais. Je peux pas. Non, ça me débecte que une semaine on nous explique que Bayley c'est l'élu, que voilà, elle fait une petite un petit câlin à Mick Foley, que elle dit à Charlotte ah, j'aimerais bien te challenger, blablabla. On a une histoire toute tracée où Bayley est censé voilà se prendre une ou deux raclées et puis sortir le match de sa vie au pay-per-view. Enfin, je le voyais comme ça, quoi. Et puis on a ah non, Sasha Banks elle est pas blessée, donc du coup on la remet direct, tu vois. C'est pas genre on se dit pas ah pour la cohérence on va quand même la garder un peu plus longtemps, on va la sortir à un pay-per-view un peu plus important, un pay-per-view avec deux brands ou un truc voilà un truc massif. Non, on va ressortir Sasha Banks du tiroir dès que possible. Je trouve ça complètement con. Je trouve ça complètement, non seulement c'est incohérent, en plus ça a une valeur quand même, Sasha Banks Charlotte, qui est on a envie de le voir ce match et du coup il faut le porter sur un pay-per-view qui est quand même un pay-per-view important, quoi, pas le premier pay-per-view exclusif de Raw, ce qui aurait été un terrain idéal pour prouver au public les qualités de Bayley. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va faire un match 1 contre 1 Sasha Banks Charlotte et on va complètement oublier Bayley, alors c'est le cas le pire cas du monde, et du coup Bayley au départ on vous dit ah c'est la nouvelle star et juste après on vous dit bon bah en fait elle va devoir s'arracher pendant des mois, ou alors on nous fait un triple threat qui est où Bayley va être complètement éclipsé par les deux autres. Ou alors il y a Charlotte Sasha Banks avec du côté de Charlotte au côté du ring Dana Brooke et du côté de Sasha Banks Bayley. Oui, mais alors à ce moment-là c'est un tag team match. Enfin. Ouais, même pas, tu vois, c'est pas un tag team, c'est elles sont là, oui, elles mais pourquoi accompagnent au côté du ring. Quelle est la logique? Quelle est la logique? Il y a pas vraiment de logique, on est d'accord. Il y a 2 semaines, enfin même pas il y a 2 semaines, c'était l'arrivée de Bayley, c'était il y a une semaine ou 2 semaines. Je suis en train de. Non, c'était il y a 3 semaines, je crois. Il y a 3 semaines. Mais elle arrive, elle demande un title shot direct. Donc pourquoi maintenant elle serait en soutien de Sasha Banks en train de dire oh finalement j'en ai pas besoin du titre, j'ai plus envie. Bah, le problème c'est que de toute façon en termes de storyline, Sasha Banks elle a droit à son rematch, donc elle a la priorité. Oui, mais après alors ils auraient pu vendre sa blessure plus longue. Et comme tu dis, ils auraient pu faire un retour de Sasha Banks après Clash of Champions pour le pay-per-view d'après. Mais ça marchait quand même. En plus, un tas d'options. Enfin, je demande pas que Bayley gagne contre Charlotte. Je demande juste qu'il y ait un Bayley contre Charlotte. C'est juste ça en fait. Parce que Bayley, elle peut très bien perdre au pay-per-view et ensuite essayer de se battre en train de se dire j'étais à 2 doigts du titre, etc. Je vais essayer de remonter et tout, mais juste la mettre en valeur, quoi. Parce que on promet une mise en valeur de Bayley et juste après on dit ah non finalement Sasha Banks revient, hein, on oublie. C'est le truc qui m'agace le plus parce que Bayley est très précieuse et enfin je veux dire ça fait partie des top stars. Même si j'adore SmackDown, les 3 meilleures catcheuses de la WWE aujourd'hui, Charlotte, Bayley, Sasha Banks. C'est les Becky Lynch en dessous, quoi. Même si je l'adore.
Mais Et puis il y a Paige aussi, mine de rien, même si ça fait longtemps qu'on l'a pas Ah oui, revu. et Paige. Bon, elle est quand même sur Raw, donc c'est vrai que le Raw niveau division féminine est vachement mieux fourni. Maintenant, peut-être que voilà, on faut attendre la semaine dernière, peut-être qu'on aura effectivement une situation qui va évoluer là-dessus, ou peut-être qu'ils veulent utiliser Bayley pour un peu revamper la mid-card de la division féminine, parce que ce qui se passe à Raw au niveau de la division féminine, ça ne concerne finalement que le titre. Ouais. Il y a rien qui se passe en dehors de ça. Donc il y a quand même un roster avec du monde. Il y a juste Nia Jax qui squash des gens, mais c'est tout. Donc Peck a besoin aussi de faire quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que nous ressortir la rivalité Bayley Nia Jax qu'on a vu à NXT avec une Bayley qui est en infériorité par rapport à la puissance, mais qui de par son cœur, on va dire, se bat et arrive à triompher du Golgoth qu'est Nia Jax. Ça peut permettre de l'établir comme étant une grosse star en puissance, parce que le public d'Euro n'est pas forcément celui d'NXT. Donc on leur dit, oui, c'était une ancienne championne NXT, elle est vachement bien, mais ils ont besoin peut-être d'y croire, de le voir. Ouais, et puis qu'elle arrête de jobber, parce que ça fait genre 2 mois qu'elle est en train de jobber, enfin de tuer des jobbers. Le pire, c'est qu'il y a des choses qui sont, là je vais commencer à faire long sur ce sujet, mais il y a des choses qui sont juste évidentes quand tu dis Nia Jax. Pourquoi quand Bayley arrive, vous lui faites dire je veux le title shot, alors que à la limite peut-être juste qu'elle dise ça, et juste après il y a Nia Jax qui arrive derrière et qui lui fout une marve. Genre finalement Nia Jax est pote avec Charlotte et elle la détourne de cet angle-là, et du coup on fait une rivalité Bayley Nia Jax. De l'autre côté Charlotte contre Banks. Le truc c'est que Banks a disparu, etc. Enfin bref. Je comprends que la situation est compliquée, mais c'est pas en remboîtant les morceaux de façon, sans aucune cohérence vis-à-vis de ce qui s'est passé, ne serait-ce que la semaine dernière, que voilà. Ça me gêne beaucoup, et surtout voilà, les filles sont toujours pas arrivées au niveau de respect et de notoriété qu'elles avaient à NXT. Et c'est pas en faisant n'importe quoi comme ça que ça va marcher, pour moi. Non, c'est clair. Après avoir effectivement semaine prochaine, est-ce qu'ils vont rebondir dessus? Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour Case of Champions? Si la situation reste telle quelle et qu'ils occultent complètement la victoire de Bayley sur Charlotte, là effectivement, ça serait qu'on se tirait une balle dans le pied et ce serait débile. Maintenant, peut-être qu'on va avoir un segment la semaine prochaine. Nous verrons bien. Ouais. Qui sait? Peut-être qu'ils vont finir d'écrire cette partie la semaine prochaine. On va terminer là-dessus. On vous remercie énormément de nous avoir écoutés pour ce podcast numéro 20 de Catch Up. J'étais accompagné ce soir par ce soir ou ce matin, selon le moment où vous écoutez ce podcast, par monsieur Amiral Armbar. Merci. Toujours un plaisir. Et à la prochaine, et aussi d'ailleurs dans 2 semaines, les Cruiserweights débarquent à Raw, et ça, j'attends avec 2 pieds fermes. Ah oui, ça, les cruisers, si vous n'avez pas vu le Cruiserweight Championship et que vous avez le network, ou que vous n'avez pas le network et vous êtes jamais abonné, donc vous pouvez avoir un mois gratuit. Je fais la pub de la WWE en fait. Allez voir, parce qu'il y a énormément de matchs géniaux, tous les Kota Ibushi, si je prononce bien son nom. C'est ça, Kota Ibushi. Tous les Kota Ibushi, regardez tous ces matchs, ils sont géniaux. Gallagher, et bien sûr le Gargano Ciampa, qui est pour certains le meilleur match, un des meilleurs matchs de cette année. On vous délivre ce podcast sur iTunes, sur YouTube, sur PodCloud, et je crois que je les ai tous énumérés. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, surtout sur YouTube, et un petit like pour améliorer notre visibilité, partager ce magnifique podcast. On vous souhaite une très bonne semaine pleine de catch. À bientôt. À très bientôt.